Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on apprend ensemble à définir un marché microéconomique et à voir quelques notions et quelques éléments de vocabulaire qui vont être importants pour la suite du chapitre 2. Donc, débutons d'abord par une définition du marché. L'économiste Léon Walras, au 19e siècle, définit ce qu'est un marché dans son manuel Éléments d'économie politique pure. Il nous dit qu'un marché, c'est un endroit qui permet l'échange d'une propriété. Ici, le terme propriété est très vaste. Pour Léon Walras, une propriété, c'est essentiellement un objet, qu'il soit matériel ou non, qui possède de la valeur. Et l'objet possède de la valeur parce qu'elle répond à deux critères, c'est-à-dire que l'objet est à la fois utile et limité. Donc, un objet dont vous avez besoin et qui existe dans une quantité limitée possède une valeur et le marché permet d'échanger cette valeur-là. Vous avez quelques exemples de marchés typiquement. Nous, celui qui va nous intéresser au début de notre cours, c'est bien naturellement le marché des biens et services. On y échange ici des biens et des services qui peuvent exister physiquement ou non, qui possèdent une valeur parce qu'elles existent en quantité limitée. Vous avez des marchés monétaires qu'on va également étudier plus tard dans la session, où on échange essentiellement de l'argent et des actifs financiers. Et vous pourriez également avoir un marché, par exemple, comme le marché du travail, où on échange du temps. J'échange du temps libre contre un salaire. Et tout ça répond, dans les trois cas, aux définitions de Léon Walras, c'est-à-dire que si on prend le marché du travail, par exemple, la propriété échangée prend simplement la forme de temps. Le temps est à la fois rare et utile, et le temps est également euh, on peut l'échanger sur un marché, c'est-à-dire un marché ici qui est le marché du travail, entre un employeur et un employé. Donc ces trois marchés-là répondent tous très bien à la définition de ce qu'est un marché pour Léon Walras. Paul Samuelson, dans les années 2000, ou plutôt dans les années 1900, va également déterminer différents types de biens. Parce que nous, pour le chapitre d'aujourd'hui, et en fait pour les premières semaines de notre cours d'économie globale, on se concentre particulièrement sur les marchés de biens et services. Et donc, Samuelson va un petit peu plus loin que Léon Walras. Il va créer une matrice, donc une espèce de tableau ici, qui permet de classer les différents biens et services en fonction de deux grandes caractéristiques, soit la rivalité et l'exclusion. On va parler ici de rivalité lorsque le fait plutôt de posséder le bien limite la capacité des autres personnes de posséder le bien. Autrement dit, le bien existe en quantité limitée. Euh, Ici, c'est une conséquence donc directe de la rareté. Et la deuxième conclusion, ou plutôt la deuxième caractéristique de Samuelson, consiste à l'exclusion. Donc, est-ce que les producteurs sont capables de s'approprier un droit unique de distribuer le bien? Dans le cas où on répond oui aux deux questions, donc dans le cas où il y a simultanément une rivalité, donc une rareté, et une exclusion, donc la capacité des producteurs de déterminer qui va obtenir le bien, vous avez ce qu'on va appeler un bien privé. Les biens privés sont principalement ceux que nous allons étudier ensemble parce que les marchés se forment très facilement pour ces biens-là. C'est facile d'avoir un marché microéconomique pour un bien privé. À l'opposé, vous avez des biens pour lesquels il n'existe aucune rivalité, donc c'est-à-dire que tout le monde peut facilement le consommer, et pour lesquels il n'y a aucune exclusion. Donc c'est impossible pour le producteur d'essayer de s'approprier le bien pour décider qui va le consommer. Pensez à l'air pur, l'air de qualité. Un producteur n'est pas capable de priver d'oxygène les gens qui n'achèteraient pas son oxygène. Et en même temps, le fait que vous soyez en train de respirer, ça n'empêche pas vos collègues également de respirer. Il est donc impossible pour ces biens-là, typiquement, d'avoir des marchés. Ça va engendrer un paquet d'enjeux économiques. Par exemple, comment est-ce qu'on peut assurer une aire de qualité si personne n'est redevable de cette ressource naturelle-là? Donc, vous avez ici les biens qui sont divisés comme ça. Donc, les biens privés
il existe une rivalité et une exclusion. Vous avez des biens de club. Souvent, les biens de club vont être des biens de nature numérique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de rivalité pour le bien, mais les producteurs sont capables de déterminer qui a accès au bien. Pensez à votre abonnement sur Netflix. Le fait que moi je sois abonné à Netflix ne vous empêche pas, vous, de vous abonner à Netflix. Tout le monde peut s'y abonner. C'est un bien qui est numérique. La quantité d'utilisateurs n'est pas un problème. Le producteur, par contre, peut décider d'exclure des gens. Si vous ne payez pas votre abonnement, Netflix cancelle votre accès à l'abonnement. Vous avez ici donc un bien de club. Vous avez des biens communs. Les biens communs, c'est des biens pour lesquels il existe une rivalité, donc une certaine rareté, mais pour lesquels les producteurs sont incapables d'empêcher la production, ou plutôt l'accès aux biens. Ces biens-là, on va les appeler les biens communs. Généralement, ça va être des ressources naturelles et la nature des biens communs peut généralement les mener à une surexploitation. Je ne suis pas capable d'empêcher les gens, par exemple, d'aller pêcher sur les côtes de l'Atlantique. Donc, tout le monde va y aller et s'approprier cette rareté-là, cette ressource rare, ce qui peut mener à des enjeux de gestion de ressources naturelles. Vous avez une excellente économiste, Elinor Ostrom, première femme à gagner le prix Nobel d'économie, qui a basé justement ses études sur la façon dont les communautés peuvent gérer ces biens communs. Si c'est une notion qui vous intéresse, je vous invite à aller lire le livre donc d'Elinor Ostrom, La tragédie des biens communs. Un très bel ouvrage. Nous allons nous concentrer, nous, principalement sur le marché des biens et des services privés. Donc, les biens et les services privés peuvent être encore davantage définis par leurs caractéristiques. On peut commencer par définir la nature des biens entre eux. Donc, certains biens vont être des biens qu'on va dire complémentaires. Les biens complémentaires, ce sont des biens que vous consommez simultanément. Pensez au lait et aux céréales. Donc, les gens, lorsque vous mangez un bol de céréales, généralement, vous ne mettez pas de l'eau dans vos céréales, vous mettez du lait. Donc, deux biens complémentaires. Vous avez des biens qu'on va dire substituts. Les biens substituts sont des biens qui remplissent les mêmes fonctions. Donc, le genre de biens comme le Coca-Cola et le Pepsi, généralement, vous choisissez un des deux. Si vous allez à l'épicerie, ce serait plutôt surprenant de voir quelqu'un avec une caisse de Coca-Cola et une caisse de Pepsi. Ceci dit, vous avez différents degrés de substitution et de complémentarité. Par exemple, un soulier gauche et un soulier droit seraient des compléments parfaits. Donc forcément, si vous achetez une chaussure gauche, vous allez acheter une chaussure droite. Et parfois, vous avez des compléments qui sont moins forts. Pensez par exemple au pain et au beurre d'arachide. Ce sont deux biens que vous pouvez acheter simultanément, mais certaines personnes pourraient dire non, moi je préfère acheter du beurre pour aller avec mon pain. Donc vous avez un complément, mais un complément peut-être un petit peu plus faible. Même notion pour les substituts. Vous avez des biens qui sont substituts, mais faiblement substituts. Tandis que vous avez des biens qui sont des substituts parfaits. Alors voilà, ça c'est pour les relations entre les biens entre eux. Ces notions-là vont être importantes pour la suite du chapitre. Vous avez également des biens qui sont considérés en relation avec votre revenu. On va appeler des biens inférieurs, des biens que vous allez consommer davantage lorsque votre revenu est plus faible et vice-versa. Donc ici, pensez généralement à des biens d'étudiants. Des biens d'étudiants, c'est quoi? C'est du macaroni au fromage, c'est des ramen, c'est des patates. Donc le genre de biens que vous consommez parce que vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes contraint par votre revenu. Ensuite, en comparaison à ça, vous avez les biens normaux. Les biens normaux, ça va être la majorité des biens et ce sont des biens que vous allez consommer davantage lorsque votre revenu va augmenter. Pensez par exemple au vin, à l'alcool, aux viandes rouges. Donc certains biens qu'on pourrait penser un peu plus comme des biens de luxe. Et sur un marché concurrentiel, donc, nous allons pouvoir transiger tous ces biens et services-là privés qu'on vient de définir. Qu'est-ce qu'un marché concurrentiel? Eh bien, un marché concurrentiel, ce sont les marchés
où la vente et l'achat se font à la criée, de sorte qu'aucun échange n'ait lieu sans que les conditions en soient annoncées et connues et que les vendeurs ne puissent mettre au rabais les acheteurs à l'enchère. C'est la définition de Walras. La définition de Walras est un petit peu complexe, mais essentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consommateurs connaissent le prix de tous les commerçants, donc sont capables de choisir le commerçant qui leur faut un meilleur prix. Les producteurs proposent déjà le meilleur prix possible, donc on n'essaie pas là, de vendre le bien plus cher que ce qu'il vaut. Et les acheteurs ne sont pas mis en concurrence, donc les producteurs n'essaient pas de créer une espèce d'enchère pour faire lever le prix injustement de leur bien. Ces trois conditions-là, donc, sont les conditions d'un marché concurrentiel. Autrement dit, on pourrait simplement dire que le marché concurrentiel fait en sorte que le prix n'est pas décidé par le consommateur et il n'est pas décidé par les producteurs individuellement. Le prix sur un marché concurrentiel, c'est un processus complexe de négociation juste et équitable. Pourquoi est-ce qu'on définit le marché concurrentiel? Eh bien parce que dans le prochain chapitre, on va vouloir s'intéresser aux notions non concurrentielles. Donc, qu'est-ce qui arrive sur mon marché si les producteurs ou les consommateurs sont dans une situation où on peut essayer d'abuser de la confiance les uns des autres? Quelles vont être les conséquences économiques de ça? Plusieurs marchés. Plusieurs marchés ne sont pas concurrentiels. Vous pouvez penser par exemple au marché de l'essence, où vous avez très peu de producteurs qui sont typiquement capables de s'arranger entre eux pour faire pousser les prix à la hausse. Il y a également eu certains exemples qu'on va étudier plus tard dans le chapitre. Par exemple, dans l'industrie du pain récemment, on a accusé l'industrie du pain de illégalement essayer de faire augmenter les prix là, des différentes miches de pain et produits de la boulangerie. Mais pour l'instant, donc, vous pouvez réviser les notions étudiées dans le chapitre avec les questions à choix multiples 1 à 7 et les questions 37 à 41, les questions à court développement 37 à 41 de notre manuel d'exercice.